Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous parlerons de la politique extérieure de Joe Biden et de la question de l'islamo-gauchisme à l'université, et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le dernier numéro a pour intitulé « Comment rouvrir la culture ». Et à propos de culture, nous avons mis en ligne mercredi dernier un nouveau bada de notre série consacrée au monde de la culture, à ses acteurs, à ses artisans, et c'est un entretien avec Marie-Cécile Zinsou, qui préside la Fondation Zinsou, créée en 2005 et qui, pour sa première exposition, a offert aux Béninois une exposition d'œuvres de Romuald Azoumé, artiste notamment consacré par la Documenta, et s'en sont suivies à Cotonou 42 expositions, dont une consacrée à Basquiat et une autre à Kissaring, l'ouverture de 2 bibliothèques, de nombreux ateliers pour les enfants, dans un pays dont 75% de la population a moins de 18 ans. Marie-Cécile Zinsou évoque également dans cette conversation l'importance de la restitution par la France au Bénin de 26 œuvres provenant du Palais Royal d'Abomey, pour laquelle le gouvernement béninois a décidé la création d'un musée dont l'ouverture est prévue à l'automne 2021. Je vous propose donc d'aborder notre premier sujet, celui de Joseph Biden et du leadership américain. L'Amérique est de retour, a lancé Joe Biden lors de son premier discours de politique étrangère, mais un retour non pas comme leader planétaire, mais à la tête d'une alliance des démocraties priée de regagner du muscle face aux offensives de l'autoritarisme. Le 19 février, face à ses alliés européens lors de la visioconférence de Munich sur la sécurité, le président des États-Unis a décrit le monde comme un champ de rivalité entre le modèle des démocraties et, je cite, les ambitions croissantes de la Chine et la volonté de la Russie d'affaiblir notre démocratie. La Chine constitue le défi le plus important pour Washington, celui d'une compétition non seulement sur les valeurs, mais aussi en matière d'innovation, d'intelligence artificielle, de cyberespace. Le président américain entend embarquer dans cette confrontation les alliés traditionnels de son pays, à commencer par les Européens, et il réunira prochainement un sommet des démocraties. Si la Russie n'occupe que la seconde place des préoccupations de Joe Biden, elle représente, selon lui, l'épreuve la plus proche, la plus immédiate. Poutine, a-t-il déclaré, veut miner le lien transatlantique car il sait qu'il est plus facile d'intimider un État seul qu'une communauté. Au Moyen-Orient, fin du soutien à la coalition saoudienne au Yémen, retour à l'accord de 2015 pour limiter la capacité de l'Iran à développer une arme nucléaire, si Téhéran accepte de renoncer à ses activités d'enrichissement d'uranium, sanctions contre les militaires birmans. Joe Biden croit au leadership moral des États-Unis sur la scène internationale et annonce l'accueil dès l'an prochain de 125 000 réfugiés, 8 fois plus que cette année. Le 46e président des États-Unis voudrait que l'Amérique regagne auprès de l'Europe, je cite, sa position de leadership fiable. Il souhaite que les États-Unis renouent avec un rôle plus traditionnel à l'intérieur de l'OTAN, même si les demandes de contribution accrues à l'effort commun adressées par son prédécesseur aux partenaires européens restent à l'ordre du jour. Joe Biden a confirmé qu'il allait suspendre le retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne le temps d'un réexamen global du redéploiement des forces armées à l'étranger. Sur cette question, Nicole Niesotto. Avec Donald Trump, on avait America First, l'Amérique d'abord, et avec Joe Biden, on a maintenant America the First, la première nation démocratique au monde. On a un retour tout à fait spectaculaire de ce que les Européens attendaient, il faut quand même le dire, c'est-à-dire une Amérique qui prend la tête des démocraties dans le monde. Il va même jusqu'à citer Jefferson, il a cité récemment Jefferson dans une phrase assez spectaculaire. Nous guiderons le monde non pas par l'exemple de notre pouvoir, mais par le pouvoir de notre exemple.
Alors, cette affirmation de la défense des démocraties en tant que leader entraîne trois questions, je crois. La première, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est possible? Et la troisième, est-ce que c'est souhaitable? Alors, la première, est-ce que c'est surprenant? Non, pas du tout. Joe Biden renoue avec la grande tradition démocrate qui est fondée sur la défense de la démocratie et le destin exceptionnel de l'Amérique. On se souvient d'ailleurs que c'est Madame Albright, qui à l'époque était secrétaire d'État de Bill Clinton en 2000, qui avait proposé pour la première fois une alliance des démocraties, à l'époque que la France, par Hubert Védrine, avait refusé sèchement, et qui avait défini les États-Unis comme, je cite, la nation indispensable. Et une citation là aussi tout à fait incroyable, nous sommes la nation indispensable, nous sommes grands et nous voyons plus loin que d'autres pays dans l'avenir. Et donc, Joe Biden renoue avec une vieille équipe qui a connu le mandat Clinton, notamment Anthony Blinken. Il renoue avec cette vieille ambition, mais simplement, il actualise ce qu'il appelle l'Alliance des démocraties. C'est une sorte de D10, D10, c'est-à-dire le G7 plus l'Australie, l'Inde et puis la Corée du Sud ou l'Union européenne, ils hésitent encore. Donc quelque chose de plus réduit que l'ancienne ambition de Madame Albright, qui incluait l'Arabie saoudite, le Pakistan, enfin tous les alliés stratégiques des États-Unis, et là quelque chose de plus réaliste et donc peut-être de plus sérieux. Donc ça n'est pas trop étonnant, d'autant que ça permet aussi, bon, c'est pas secondaire, mais quand même, de se démarquer complètement de l'ancienne politique de Trump sur le climat, sur l'Iran, sur l'OTAN, sur bien sûr la démocratie, prendre ses distances sur le Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite, sur le Yémen, etc., etc. Deuxièmement, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'Amérique peut retrouver le leadership sinon dans le monde en tant que tel, dans le monde occidental, dans celui des démocraties? Alors, il y a des difficultés nombreuses. La première, c'est que le leadership américain était déjà très affaibli avant Trump. Trump a continué effectivement à détruire l'image des États-Unis, mais la crédibilité des États-Unis sous Obama était très faible. Il n'a réussi à strictement rien gérer. La Russie a envahi l'Ukraine en 14, la Syrie a utilisé les armes chimiques en 13, la Chine est devenue en 2016 la deuxième puissance économique. Et donc, le leadership américain était et est toujours affaibli. Et deuxièmement, est-ce qu'il a les moyens de cette politique de leadership au sein d'un ensemble démocratique? C'est vrai que là, alors, la nostalgie, il y a une certaine nostalgie qui est celle de la décennie 90, ce qu'on a appelé le moment unipolaire, quand l'Amérique n'avait aucun concurrent, où la Russie était déclinante et la Chine n'était pas encore ascendante. Or, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus dans cette position de toute puissance. Leur PIB, c'est seulement 15% du PIB mondial, la Chine, c'est 20%. Leur commerce est très déficitaire avec la Chine. Dans le camp des démocraties, il y a des non-démocrates, notamment la Turquie, la Pologne, la Hongrie, pratiquement l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes notamment. L'Inde est de moins en moins un pays démocratique et de plus en plus un pays nationaliste violent. Et à l'intérieur des États-Unis, la société est tellement divisée que c'est difficile d'avoir un leadership à l'extérieur quand on est soi-même en quasi-guerre civile à l'intérieur. Donc la difficulté est très grande. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Et enfin, troisièmement, est-ce que c'est souhaitable? Alors, bien sûr, c'est très, très agréable de voir la diplomatie revenir plutôt que la force et l'éloge du multilatéralisme plutôt que de l'unilatéralisme surprenant, mais il y a quand même trois risques dans cette vocation, cette prétendue vocation au leadership des États-Unis. Le premier risque, c'est la confusion entre l'hégémonie et le leadership. Et je crois que dans cette alliance des démocraties, dans le sommet des démocraties, c'est l'Europe qui va faire les frais de cette ambition américaine. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est une mise au pas des Européens contre la Chine, de faire autour de lui une sorte de grand camp occidental, démocrate, pour contrer
l'autoritarisme chinois et je crains que sa notion de sommet des démocraties se transforme très vite dans des sommations aux Européens de suivre ou au contraire d'être accusés de résistance. Le deuxième risque, c'est bien sûr le risque d'une démocratie autoritaire. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a été le plus fervent défenseur des républicains de Bush 2, pardon, lors de l'invasion de l'Irak. Il a voté des deux mains. Il a pris la tête de la campagne contre la France. Madame Clinton a voté aussi pour l'Irak. John Kerry a voté pour l'invasion en Irak. Donc les démocrates sont des grands démocrates, mais ils peuvent être aussi des démocrates très autoritaires. Ils ont tous soutenu, enfin pas tous, mais presque, en tout cas pas Obama, l'idée du domino démocratique. À partir d'un point démocratique, on peut envahir et étendre la démocratie sur la planète. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et enfin, dernier risque, qui est quand même un peu inquiétant, c'est le risque du retour systématique du passé. On voit dans les bonnes intentions de Joe Biden, on voit bien que c'est un homme d'autrefois. Son équipe est d'autrefois, sa pensée du monde est d'autrefois, c'est-à-dire un monde binaire dans l'opposition avec un leader de chaque côté, et bien sûr la Chine sera leader de l'autre côté. Et donc cette espèce de retour à un monde bipolaire, moi je trouve que c'est tout à fait dommageable dans cette mondialisation en crise post-Covid ou dans le Covid que l'on connaît aujourd'hui. Moi j'attendrais des États-Unis un autre discours que celui du leadership occidental, peut-être un discours plus coopératif, plus sécuritaire, plus intégrateur que le retour aux vieilles lunes de l'Alliance des démocraties. David James. Oui, alors peut-être faut-il souligner d'abord que Biden est un fin connaisseur des questions de politique étrangère, ce qui n'était pas du tout le cas de son prédécesseur. Ça fait 40 ans, et peut-être même un peu plus, qu'il parcourt les travées du Capitole et des différentes institutions de Washington. Et comme membre de la Chambre des représentants et du Sénat, il a participé à un certain nombre de voyages d'études. Il s'est particulièrement investi sur ces questions de politique étrangère. Donc, il les connaît bien, ces questions. Et il s'est entouré dans son équipe, comme le disait Nicole, de personnalités qui sont elles aussi de vieilles routières, en quelque sorte, de la politique étrangère. Évidemment, à Paris, tout le monde connaît Blinken, le francophone. Je note d'ailleurs qu'il a de nombreux amis à Paris et que globalement, l'équipe Biden a beaucoup plus de familiers à Paris et en Europe que ne l'avait l'équipe Obama, par exemple, qui était moins europhile. Je crois de ce point de vue que ce sont des repères assez familiers pour la France et pour l'Europe qui sont en train de se mettre en place. Il y a une volonté affichée de revenir au multilatéralisme avec un leadership américain, un multilatéralisme sous leadership américain, mais la réintégration de l'OMS, une approche plus équilibrée de l'OTAN, le retour dans les accords de Paris, ce sont aussi des quick wins, comme on dit en bon français, des victoires rapides pour Joe Biden. Et d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire que, compte tenu de la situation intérieure des États-Unis qu'a brièvement décrit Nicole, c'est-à-dire un pays au bord de la guerre civile, la politique étrangère est paradoxalement presque plus facile à manier et moins de la dynamite pour Joe Biden, pour un Joe Biden soucieux d'afficher des succès rapides que ne l'est la situation intérieure du pays qui reste quand même au bord du précipice. Et on l'a vu avec les événements du 6 janvier et l'invasion du Capitole. Pour autant, je ne pense pas que ce soit le retour à l'ancien monde, c'est-à-dire au monde des années 1990, de l'Amérique triomphante, de la mondialisation libérale. Et de ce point de vue, je pense que Biden va maintenir un certain nombre d'éléments de continuité par rapport à ce qu'était la politique de Trump. Le durcissement vis-à-vis de la Chine va se poursuivre, même s'il va se poursuivre par d'autres moyens. On sera moins dans les grandes déclamations, on sera moins dans la politique tarifaire ou commerciale agressive, mais l'intention et l'objectif resteront les mêmes. Et je rejoins Nicole sur le fait que l'Europe risque de devenir à nouveau une variable d'ajustement de cette nouvelle guerre froide qui se profile entre les États-Unis et la Chine.
Je pense aussi que malgré l'europhilie affichée d'un certain nombre de membres du cabinet Biden, l'Europe et le Moyen-Orient et la Méditerranée tendent de plus en plus à devenir un théâtre d'opérations de seconde zone pour les Américains, qui sont de plus en plus exposés à la montée de la Chine, bien sûr, et à toutes les problématiques qui existent en Asie. Je voudrais aussi dire qu'il me semble, et là c'est un élément de divergence avec Nicole, qu'il y a dans l'équipe Biden, en particulier dans son équipe climat, un certain nombre de personnalités qui sont un petit peu plus disruptives que Joe Biden lui-même et qui sont sensibles à des questions qui se sont totalement imposées sur l'échiquier international, ce qui n'était pas le cas sous l'ère Clinton. Je pense bien sûr à la question climatique que Biden entend attaquer de manière plus frontale, y compris dans cette lutte pour le leadership que les États-Unis engagent avec la Chine, qui s'est elle, engagée à atterrir sur la neutralité carbone en 2050. Je pense aussi à la question des droits des femmes, qui est fortement portée par Kamala Harris, ou des droits des minorités. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la volonté de mettre en place un sommet des démocraties et le repositionnement d'un certain nombre d'alliances. On voit cette fermeté affichée vis-à-vis de la Russie, alors que Trump avait oscillé entre des positions, on va dire, parfois fermes et parfois beaucoup plus ambiguës. Et puis on le voit aussi de manière très spectaculaire avec la divulgation de la note des services de la CIA sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui là remet en question, ou en tout cas fragilise l'alliance saoudienne, qui était vraiment la clé de voûte, en quelque sorte, de la politique de Donald Trump. Pour terminer très rapidement, peut-être se poser la question de ce que cette présidence Biden va entraîner comme conséquence sur la relation avec la France. Je pense que c'est ambigu, c'est-à-dire que d'un côté, on revient à meilleure fortune au sens où on a une équipe qui partage un certain nombre de valeurs et d'objectifs, et au fond, c'est un terrain qui nous est plus familier compte tenu de ce qu'est l'agenda de la France en politique internationale. Et dans le même temps, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais il y a quelques jours, le président Macron a fait état d'une conversation téléphonique avec Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Je n'ai pas souvenir que Emmanuel Macron ait eu des conversations téléphoniques avec Mike Pence. Quand il parlait sous la précédente administration, c'était directement avec Donald Trump. Donc il y a peut-être aussi un repositionnement de la relation avec la France qui, à mon avis, aujourd'hui, pour le président Biden, est certes un allié important, mais un allié de second plan. Michaela Wiegel. Alors, justement, je pense que c'était très utile que Nicole a rappelé l'épisode de Madeleine Albright et les réticences françaises. Et je crois aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu de déjà-vu. Notamment en Europe, où l'Allemagne a accueilli avec grand enthousiasme les propositions de Joe Biden. C'était une ambiance quasiment survoltée, même si c'est difficile lors d'une visioconférence, mais à Munich, tous les commentateurs montraient leur soulagement et non seulement que pour l'instant, le retrait des soldats américains est annulé, mais aussi parce que dans tout son discours, Joe Biden a affiché une volonté de valoriser l'Allemagne qui avait été quand même au centre des attaques de Donald Trump. Et on a interprété la prestation du président français comme froide, parce qu'il a effectivement pas du tout répondu aux suggestions de Joe Biden. En tous les cas, il n'a pas du tout montré d'enthousiasme à participer à ce sommet des démocraties ou encore à s'aligner sur notamment la politique russe que Joe Biden a proposée. Et je pense qu'effectivement, cette volonté affichée de restaurer le leadership américain dans le monde occidental gêne énormément la diplomatie française
est accueilli en revanche avec grand soulagement par la diplomatie allemande. Et je crois c'est au cœur des nouveaux conflits assez divisifs qui se profilent en Europe, puisque nous sommes en Allemagne à un changement d'air avec les élections en septembre et la fin de l'ère Merkel. Et donc, je pense que ça va être très difficile dans les prochains mois pour le président Biden d'avoir une unité européenne telle qu'il le souhaite. Parce que la position enthousiaste de l'Allemagne, elle est partagée pour bonne partie par les pays baltes. Alors, j'ai pas bien compris, les pays baltes sont quand même un exemple assez spectaculaire de démocratisation et de modernisation. Effectivement, il y a des problèmes avec des problèmes assez graves avec l'état de droit en Pologne et en Hongrie, mais je pense qu'on ne peut pas mettre les pays baltes dans la même catégorie. Mais j'ai probablement mal compris ce que Nicole voulait dire quand elle faisait la liste des démocraties imparfaites. En tous les cas, je crois qu'on aura des conflits, notamment au sein du couple franco-allemand, concernant ces demandes de leadership. Et je crois notamment la volonté du président Macron de maintenir une offre de dialogue avec Moscou malgré ce qui se passe dans l'affaire Navalny, malgré tous les refus de la Russie d'accepter cette main tendue. Je pense que finalement, ça aurait été presque plus facile pour la présidence Macron d'avoir un deuxième mandat de Donald Trump pour pousser davantage son idée d'autonomie stratégique européenne. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que d'abord, il y a quand même un point qui est premier, c'est qu'on ne peut pas bouder notre plaisir à l'idée de retrouver des États-Unis qui ont une politique dans lesquelles on peut se reconnaître d'abord. C'est une politique qui a l'avantage d'être cohérente, ce qui n'était pas le cas antérieurement. C'est une politique qui a l'avantage d'être profondément marquée par un souci de rationalité, et c'est une politique qui est marquée par l'idée qu'il y a quand même des amis et des adversaires, et qu'on ne traite pas les amis comme on traite les adversaires. Comme nous sommes plutôt, quels que soient les contentieux que nous ayons avec les États-Unis, nous sommes du côté des alliés, c'est assez agréable de voir qu'on peut encore à nouveau causer avec des gens qui ne nous veulent a priori pas de mal, même si a posteriori il y a des conflits, qui font une politique qui, sur le long terme, devrait être marquée par un souci de continuité et de persévérance, et qui repose sur une analyse rationnelle des systèmes. Quand on voit la nomination de l'équipe Biden, on s'aperçoit qu'elle correspond, qu'elle coche à peu près toutes ces cases. Cela dit, moi je suis effectivement, comme vous, assez sensible aux problèmes que nous avons. Je crois qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que le monde, selon Biden, est bien le monde dans lequel nous sommes ? Je crois que c'est une première question et la réponse n'est pas évidente. Le monde dans lequel se situe Biden, au moins dans son discours officiel, est un monde, Nicole l'a dit avec force, est un monde binaire, un monde manichéen, un monde avec des bons et avec des méchants. Et on retrouve un peu, même si Biden est démocrate et si Reagan était républicain, on retrouve un peu le vieil antagonisme entre l'empire du mal, qui serait en face, qui maintenant s'identifierait plutôt à la Chine, et le camp du bien, qui serait le camp occidental, le camp des démocraties. Or, j'ai l'impression que cette histoire est quand même
un peu particulière, car les Européens tiennent depuis le début. Il y a eu l'illusion selon laquelle, au lendemain de la chute de l'Union soviétique, on avait abordé le rivage de la fin de l'histoire et où les valeurs démocratiques, libérales, onusiennes, va-t-on dire, triomphaient. C'est évidemment la prophétie de Francis Fukuyama. Ça, on y a annoncé. Mais est-on pour autant retombé dans un univers bipolaire classique? Non. Les Européens vivent depuis 30 ans une situation dans laquelle dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes, les grands acteurs sont tous associés et rivaux. Nous sommes tous en conflit les uns avec les autres et nous avons tous besoin les uns des autres. Je prendrai 2 exemples. Le conflit avec la Chine, c'est très bien, mais en même temps, beaucoup de choses. Et je crois que c'est un vrai problème de savoir jusqu'où nous devons porter un niveau de résistance à l'empire chinois, à son mépris de toutes les valeurs qui sont les nôtres. Nous devons effectivement y réfléchir. Dans le même temps, nous savons bien que, par exemple, nous ne dompterons pas, nous ne maîtriserons pas ni de près ni de loin les problèmes climatiques si nous n'avons pas une forte coopération avec la Chine. De la même manière, nous savons que la Chine et les Allemands en sont très conscients puisqu'ils commercent beaucoup avec la Chine. Nous savons que la Chine reste un partenaire essentiel, un débouché essentiel pour nos investissements, pour nos implantations, pour nos exportations. Donc, la Chine, c'est très mal et c'est très nécessaire. Autre exemple, le Moyen-Orient, c'est très bien de dire qu'il faut absolument empêcher l'Iran d'être une puissance nucléaire et avoir un discours assez dur, même si effectivement on revient sur les errements de la politique Trump, mais peut-on en même temps condamner ce qui se fait en Arabie Saoudite, condamner les droits de l'homme, l'attitude extrêmement violente des Saoudiens au Yémen? Là, il y a quelque chose de contradictoire. En réalité, ce que nous découvrons, et c'est la deuxième question qui se pose, si nous sommes dans une lutte manichéenne, valeur contre valeur, et non pas association et rivalité comme chérissent en fait les Européens, il faut se poser la question, peut-on gagner la guerre? Et là, c'est évidemment pas évident. C'est pas évident parce que le camp du bien s'est sensiblement affaibli. Je citais l'Iran et l'Arabie Saoudite. Dans la représentation fantasmatique de monsieur des Américains partisans du camp du bien, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont du mauvais côté. Le Brésil est du mauvais côté. Les Philippines sont du mauvais côté. Une partie de l'Europe, monsieur Salvini par exemple, est du mauvais côté. Donc on a toute une situation qui est en fait qui est rebelle au manichéisme. On a tout un mouvement populiste que Trump incarnait assez bien, qui n'est pas identifié à la Chine, mais qui joue de façon autonome et qui est totalement rebelle à la croisade démocratique, respect des droits, qui nous mobilise, nous Européens et nous Américains. Donc là, le camp du bien ressemble un peu à une peau de chagrin par rapport à ce qu'il était à l'époque héroïque de la fin de la guerre froide, Reagan, Bush père. Deuxièmement, pour gagner la guerre, il faut vouloir la faire. Est-ce que Biden est prêt à l'affrontement? Par exemple, c'est effectivement, il s'engage je prendrai l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est l'horreur. La situation en Afghanistan, il suffit que les Américains se retirent pour qu'en quelques mois, les experts disent entre 3 et 6 mois, les talibs reprennent le contrôle de la zone, installent une relation homme-femme qui est fondée sur les principes que l'on sait, exploitent au maximum la culture du pavot
et relance, ce qui est déjà fait d'ailleurs, la production et la commercialisation d'héroïne. Bref, on perd sur tous les tableaux. Mais est-ce que M. Biden est prêt à interrompre le retrait américain et à se battre dans des conditions d'ailleurs qui seraient très incertaines, car on ne voit pas que les Américains sont détestés comme l'ensemble des Occidentaux dans cette partie du monde, et on ne voit pas comment ils pourraient gagner. De même, effectivement, je repose le problème du rapport à l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on est prêt à payer du prix d'un certain nombre de mises en cause, d'un certain nombre de manquements à nos principes fondamentaux, le fait de reconstituer une alliance sunnite, par exemple, qui s'opposerait au front chiite, russo, irano, syrien, hezbolliste et yéménite, enfin l'insurrection yéménite. Je ne crois pas. Donc on a vraiment le sentiment de quelque chose de dur. Et troisième question qu'il faut poser, comment on s'arrange avec les Européens? Et là, ce n'est pas très clair non plus. Je crois que les Américains ont été assez déçus de l'accueil un petit peu morose qui a été fait aux récents propos du président Biden, mais il faut avouer que nous sommes échaudés. On a quand même été soumis à un sacré exercice de défiance et de mise en cause du temps de Trump. Et là, nous nous posons deux questions là-dessus. Est-ce que les Américains sont prêts à renoncer à la guerre commerciale, par exemple sur Airbus? Ce n'est pas du tout évident. Est-ce qu'ils sont prêts à abandonner le principe des sanctions unilatérales qui sont condamnées même dans le New York Times actuellement très fortement, des sanctions unilatérales qui sont imposées à nos amis, à leurs alliés, en raison de la compétence extraterritoriale de la juridiction américaine, type amende énorme infligée à Paribas. Ce n'est pas du tout évident que sur ce plan-là, nous y arrivons. Et sur le plan de l'OTAN, oui, il y a une logique de la position américaine. On devrait s'investir beaucoup plus et nous sommes coupables, nous autres Européens, de ne pas faire un effort supplémentaire en matière militaire, mais sont-ils prêts pour autant, en contrepartie, à nous accorder une autonomie croissante dans la gestion des affaires militaires qui concernent très précisément notre zone et qui concernent de moins en moins une Américain guetté par le pivot et intéressé principalement par l'Extrême-Orient. Toutes ces questions sont sans réponse, mais nous avons des interlocuteurs et nous allons discuter avec eux de façon cohérente et rationnelle, et ce sera déjà un immense progrès. Nicole Nesotto. Oui, très rapidement, je voulais répondre à Michaela Wegel. Michaela, tu as bien entendu, j'ai cité les pays baltes et c'était une erreur. Ma bouche a parlé plus vite que ma pensée. Voilà. Deuxièmement, sur la divergence franco-allemande, moi je pense que les Français sont tout à fait d'accord pour dire que la démocratie doit être défendue, quoi qu'il en coûte, contre toute forme d'autoritarisme et surtout contre les menaces éventuelles que les pays totalitaires à l'extérieur, Chine et Russie, pourraient faire peser contre les démocraties. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, sur la nécessité même d'une coopération entre démocraties pour défendre la démocratie. La question est, pourquoi faut-il un leadership? Pourquoi les États-Unis seraient-ils en position naturelle de leadership? Pourquoi l'Union européenne en tant que telle ne serait pas co-leader dans cette affaire? Autrement dit, s'il s'agissait de défendre les démocraties contre une menace militaire chinoise, je veux bien qu'on ait un leadership américain. Pour l'instant, ils sont plus puissants que tout le monde. Mais sur les autres sujets, en quoi a-t-on besoin? En quoi les Américains sont-ils supérieurs à l'intelligence européenne, aux capacités européennes, à l'industrie, à l'économie européenne? C'est ça que je ne comprends pas. Et je pense que le différend franco-allemand, il sera là-dessus. Non pas sur la défense de la démocratie et la nécessité d'une alliance, mais sur le fait que la notion de leadership est anachronique. Elle est parfaitement contraire à la gouvernance que les Européens ont inventée dans l'Union européenne, où justement il n'y a pas de leader, il y a une cogestion de tous les jours des problèmes du monde. Michaela Wegel.
Oui, juste très brièvement, merci beaucoup Nicole. Sur la question de démocratie et de l'acceptation du leadership américain, moi je pensais aussi que c'était pas contre l'idée même que les démocraties devraient rester alliées, et, mais je pense le cœur de la réticence allemande dans ce cas-là, c'est que leadership européen, on a très peu vu réellement, et on le voit, et Jean-Louis en sait beaucoup de choses, par exemple sur le nouveau avion de combat qui est un système de combat franco-allemand. On a beaucoup de mal à arriver à un leadership franco-allemand, et donc en réalité, en Allemagne, en tous les cas, il y a une grande peur que absence de leadership américain veut dire se soumettre au leadership français. Je le dis très crûment, mais c'est ce qui ressort de beaucoup de débats en Allemagne. Et je crois, sur ce point, effectivement, nous, Européens, nous devons beaucoup plus travailler pour qu'on arrive à des solutions qui associent tout le monde en Europe, mais qui aussi, dans des questions de défense et de sécurité des relations internationales, ne fait pas toujours ressortir comment dire, une volonté de leadership français. Jean-Louis Bourlange. Je crois effectivement, d'abord pour préciser les choses avec Michaela, je crois que depuis le début, l'Alliance Atlantique et la présence américaine en Europe n'avait pas seulement pour but de protéger l'Europe de l'Ouest des menaces soviétiques et staliniennes, elle avait aussi pour effet d'offrir une garantie aux puissances européennes qui s'étaient déchirées. C'était une garantie pour les Français que les Allemands ne recommenceraient pas une guerre contre elles. C'était une garantie pour les Allemands que les Français ne prendraient pas le leadership seuls en Europe face à l'Allemagne. Et c'était une garantie pour les Néerlandais que ni les Allemands ni les Français ne mèneraient à eux seuls le jeu. Donc c'est une vieille affaire, et je crois que je suis tout à fait conscient de la réalité de ce que désigne Michaela quand elle dit que le retrait américain est toujours vécu avec une certaine inquiétude, qui est un mélange d'ailleurs de doute sur la capacité française à offrir une garantie suffisante et d'inquiétude sur l'outrecuidance éventuelle de la France et sa prétention à diriger le camp occidental. Donc ça, je crois que c'est vrai. Mais je dirais à Michaela, sur l'Allemagne, il y a quand même là, l'Allemagne est vraiment dans une contradiction profonde à l'égard de Biden. Parce que qu'est-ce qu'on entend ? On entend d'un côté qu'il faut absolument que les Américains restent dans l'Alliance et restent en Europe. Et Madame la ministre de la Défense ouest-allemande a prononcé sur ce thème des phrases définitives et véritablement simplistes sur le refus de toute autonomie des Européens par rapport à l'OTAN. C'était excessif. Donc d'un côté, soumission complète. Deuxièmement, le pacifisme allemand, pacifisme rationnel selon la formule classique, veut qu'on ne s'investisse pas tellement sur le plan militaire. Et donc on ne répond pas aux soucis allemands, aux soucis américains de voir les Européens prendre la relève et contribuer à leur défense, ce qui serait légitime compte tenu de leur poids économique. Et troisièmement, on fait totalement en Allemagne, totalement cavalier seul sur la question chinoise. Nous, les Français, on est un peu ambigus, on est un peu entre les Américains et les Allemands. Et on dit, oui, il faut continuer à faire du business avec les Chinois, c'est très important, c'est ça qui compte. Et on refuse absolument le manichéisme anti-chinois des Américains. Là, je crois que c'est un retour à l'ancien monde, c'est un retour au monde de la guerre froide avec la Chine à la place de l'URSS et même pas. C'est un peu difficile de concevoir tout ça. Et j'ai envie de dire à Michaela ce que dirait Monquenot. Si tu t'imagines, mignonne, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres. Je crois qu'il y a une contradiction profonde à terme dans la volonté d'abstention allemande, de mobilisation américaine et d'indépendance à l'égard de la Chine. Merci. Avant de passer à notre deuxième sujet, je voudrais signaler que la semaine prochaine, notre émission sera en direct et que, comme chaque fois qu'une émission est en direct, vous pouvez y assister en direct et ensuite poser des questions via un lien Zoom que je ne manquerai pas de vous faire parvenir dans les jours qui viennent et qui vous sera rappelé sur les réseaux sociaux.
Posons-nous la question de savoir si l'islamo-gauchisme est un néoconformisme. Le 14 février, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a déclaré qu'elle allait demander au CNRS une enquête sur l'imprégnation de l'université par l'islamo-gauchisme afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique de ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Le 16, devant l'Assemblée nationale, elle a confirmé son intention, déclenchant la stupeur de la conférence des présidents d'université qui a réclamé des clarifications urgentes. Et le 17, le CNRS a publié un communiqué précisant que l'islamo-gauchisme ne correspondait à aucune réalité scientifique. Dans une tribune pour Libération en octobre, Pierre-André Taguieff était revenu sur ce mot qu'il a forgé au début des années 2000, alors que débutait la seconde intifada. Il s'agit selon lui, je cite, d'une alliance militante de fait entre des milieux d'extrême gauche se réclamant du marxisme et des mouvances islamistes de diverses orientations, frères musulmans, salafistes, djihadistes, etc. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'islamo-gauchisme est un fait social indubitable. Fin octobre, après l'assassinat de Samuel Paty, il avait pointé l'islamo-gauchisme dans les facultés et dénoncé une vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes, alors que des universitaires avaient signé un appel décent qui critiquait le déni de l'islamisme dans les universités. 600 chercheurs et universitaires ont demandé la démission de Frédérique Vidal, qui s'est défendue en arguant du ressenti de nos concitoyens et d'un certain nombre de faits, comme l'empêchement dans certains établissements d'une représentation des suppliantes d'Eschyle ou de la lecture d'un texte de Charb, de Charlie Hebdo. Selon un sondage Odoxa Blackbone Consulting, 66% des Français approuvent les propos de la ministre. Le 24 février, dans Le Monde, un collectif de 130 universitaires a demandé que l'enquête réclamée par Frédérique Vidal ne soit pas confiée au CNRS, mais à une instance indépendante du ministère, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a vocation à apprécier la qualité des travaux et des formations, de manière à informer les organismes et les universités en vue d'une prise de décision. Le collectif universitaire reconnaît, je cite, qu'il y a bel et bien un problème dans l'enceinte universitaire, mais ce n'est pas tant celui de l'islamo-gauchisme que celui plus généralement du dévoiement militant de l'enseignement et de la recherche. Sur cette question, David Giles. Oui, on pourrait être tenté de balayer cette affaire d'un revers de la main, et je dois vous avouer que c'est ma réaction la plus spontanée, tant je trouve ces débats à répétition navrants et désolants. Seulement, je pense qu'il est aussi possible de la prendre très au sérieux en tant qu'elle est le symptôme de quelque chose de plus profond, et c'est ce que je vais essayer de faire, puisque vous nous y invitez, Philippe, en mettant ce sujet à l'agenda. Il me semble que ce débat sur l'islamo-gauchisme à l'université, c'est une énième panique morale. Alors, qu'est-ce que c'est une panique morale ? C'est un concept qui a été théorisé par le sociologue américain Stanley Cohen. Et je ne vois pas d'équivalent en français, moral panic, panique morale, pour désigner en réalité des espèces de débats et d'émotions collectives un peu irrationnelles qui viennent se cristalliser sur un objet trivial ou un objet du quotidien. Et ces paniques morales, en général, trahissent une inquiétude autour de quelque chose de plus profond et de plus abstrait qui est derrière l'objet du quotidien. Et on voit bien qu'en France, c'est un peu toujours les mêmes paniques morales qui reviennent depuis quelques années, et elles tournent autour de la présence de l'islam et de l'islamisme en France, de l'identité française, du multiculturalisme, de l'intégration républicaine. Et au fond, on voit bien qu'on a une succession de cristallisations comme ça. On a eu le hijab de running, on a eu le burkini, on a eu le menu halal dans les cantines. En France, on a d'ailleurs une passion pour les menus dans les cantines. Hein. Ça pourrait faire l'objet d'une étude approfondie. Et la mode du moment, ou plutôt la panique morale du moment, c'est l'islamo-gauchisme à l'université. Alors, ces paniques, elles ne naissent pas d'elles-mêmes. Elles sont souvent attisées par des entrepreneurs identitaires, par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et on voit ici le rôle que jouent certains médias, je pense à CNews par exemple, ou certains responsables politiques qui ont intérêt à ce que le débat se déporte sur ces sujets. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a aucun problème ? Moi, je ne suis pas du tout dans le déni et je ne pense pas qu'il n'y ait aucun problème. Mais au lieu de poser, au fond,
les vraies questions, ce qui requiert un certain esprit de nuance et un certain esprit d'abstraction, on préfère se focaliser sur des faux problèmes ou des problèmes mal posés, comme cette question de l'islamo-gauchisme dans les universités. Alors moi, j'ai envie de vous dire que le véritable problème, à mon sens, il n'est pas de l'ordre de l'islamo-gauchisme dans les universités. Il tient au fait qu'effectivement, il y a dans certaines poches territoriales dans le pays des gens qui se sont soustraits en quelque sorte à la vie commune et à la norme républicaine, et que dans certains territoires, effectivement, on a une domination culturelle de mouvements islamistes, que ce soit les frères musulmans, les salafistes, les tablirs, voire même de manière extrêmement minoritaire, mais réelle, des mouvements qui ont de la sympathie pour le djihadisme. Et je crois que le véritable problème est là, et qu'on a eu pendant des années une forme d'accommodement de la part d'élus locaux qui étaient d'ailleurs indifféremment de gauche ou de droite. On pourrait parler de ces maires de centre-droit que je ne citerai pas, mais qui ont eu des politiques plus qu'accommodantes à l'égard des frères musulmans, et on ne parle pas pour autant d'islamo-droitisme. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps une forme d'aveuglement de la gauche sur ces sujets. Je renvoie au livre très intéressant qu'avait écrit Jean Birnbaum. Et je crois qu'au fond, ça tient au fait que la gauche, historiquement, a tendance à prendre très peu au sérieux le phénomène religieux et le fait religieux. Et donc, elle a longtemps pensé que dans l'échiquier mondial, les musulmans étaient unilatéralement les opprimés. Et elle l'a fait au moment de la révolution islamique en Iran. Les communistes ont participé à cette révolution avant d'être massacrés. Elle l'a fait dans les années 2000 autour de la cause palestinienne. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme islamo-gauchiste. Il a été forgé par Taguieff pour parler de courants extrêmement minoritaires palestino-progressistes qui, par antisionisme, sympathisaient avec des mouvements islamistes comme le Hezbollah ou Cheikh Yassine. Mais enfin, tout ça n'a strictement rien à voir avec la recherche en sciences humaines dans les universités. L'islamo-gauchisme dans les universités, c'est vraiment un fantasme. Et je crois qu'en fait, on mélange deux choses qui n'ont rien à voir, et je terminerai par là. On mélange d'un côté effectivement des minorités politiques qui ont eu de la sympathie pour des mouvements islamistes parce qu'ils pensaient qu'ils feraient la nique à l'Occident, aux sionistes, aux capitalistes, et au fond des modes intellectuels en sciences humaines qu'on peut trouver intéressantes ou pas intéressantes, je ne sais pas si c'est le débat, comme par exemple les gender studies, les subaltern studies, des modes qui nous viennent des États-Unis, qui sont d'ailleurs un indice d'une forme de déclassement intellectuel de la France, puisqu'aujourd'hui, en sciences humaines, la plupart des modes viennent des États-Unis. Et au fond, ces pensées-là sont des pensées gauchistes assez classiques, plus ou moins intéressantes. Il y a aussi d'excellents auteurs là-dedans. Mais enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on appelle islamo-gauchisme. Donc moi, je pense qu'il faut se soustraire un peu à ces paniques morales et remettre un peu de rigueur dans le débat public sur ces questions, bien que derrière ces paniques morales, il y ait une véritable crise d'identité et une véritable crise du modèle républicain et de la place qu'on veut et qu'on doit faire à l'islam dans notre pays, et que ce n'est pas avec des débats comme ça qu'on résoudra ces problèmes très lourds et très sérieux qui nous attendent. Nicole Nesotto. Je crois que Madame Vidal touche un vrai problème, mais qu'elle ne sait ni le nommer ni le gérer. Comment le nommer d'ailleurs, et David Jazz vient d'essayer de nous l'expliquer. On a en effet une très grande difficulté à clarifier quelque chose qui relève de la confusion intellectuelle la plus globale. On est très loin de l'art poétique de Boileau, rien ne se conçoit clairement et rien ne s'énonce clairement. Donc, on est dans cette espèce de brouillamini idéologique et Madame Vidal est tombée dans le piège, parce que je crois que ce qu'elle appelle l'islamo-gauchisme, c'est une toute petite partie du problème. En tout cas, c'est une petite partie du problème. Et s'il y a problème dans la société française, bien au-delà de l'université, c'est ce phénomène plus large de ce que les Américains appellent la culture woke, ce que les sociologues français appellent l'intersectionnalité, et qui se combine trois éléments.
3 éléments contradictoires d'ailleurs, la défense de toutes les minorités opprimées par le sexe, par le genre, par la race, par la religion, tout ce que vous voulez, bon, pourquoi pas, mais doublé d'une intolérance militante contre toute pensée différente. Il est hors de propos maintenant à l'université de penser différemment quand vous avez le malheur d'avoir un prof qui pratique cette woke culture. C'est ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire le déni de l'opposition, le tout amenant à une espèce d'accusation globale du mal blanc occidental responsable de toutes les oppressions et de tous les malheurs de la Terre. Donc c'est une pensée anti-occidentale, née en Occident et qui va bien au-delà de l'université. Et je crois que c'est ça le phénomène qu'elle touche du doigt. C'est évidemment une pensée stupide, tellement systématique qu'elle en est stupide, au point de déboulonner la statue de Schellcher, au point d'accuser Churchill d'avoir été fasciste. Mais en tout cas, ça progresse en France et il y a un vrai problème qui est, je répète, à mes yeux en tout cas, bien au-delà de l'islamo-gauchisme. Deuxièmement, une erreur de méthode, parce que c'est vrai que de confier une enquête au CNRS comme si c'était la police politique de l'université, c'est une erreur, et surtout d'en appeler à la censure des censeurs eux-mêmes, eh bien, transforment les censeurs en victimes, et ça n'était certainement pas le cadeau à leur faire. Autrement dit, je crois que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement débattre. Et débattre, l'université est faite pour ça, pour le débat pluraliste, débattre sur les 2 vrais débats que ce terme cache, que le concept d'islamo-gauchisme cache, les 2 vrais débats qui sont premièrement l'islamisme en France et deuxièmement l'antisémitisme en France. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, je le regrette. Michaëla Wiegel. Oui, je crois qu'on a vu là que le terme même pose problème. Donc, je ne m'arrêterai pas à la définition, mais j'ai trouvé que le remplacer par la mouvance décolonialiste, pardon, je le prononce mal, est assez pertinent si on veut en quelque sorte désigner le phénomène et qui n'est pas un phénomène typiquement français, même si on a l'impression que les débats se focalisent en Europe sur la France, mais il est aussi présent en Allemagne et c'est d'ailleurs assez intéressant que même dans les cantines scolaires, ce débat se décline et donc et des cantines universitaires surtout et donc, ce que je pense est très important à retenir, c'est la question, est-ce que l'université n'est pas en train d'abandonner l'héritage des Lumières et l'universalisme, comme l'a très très bien décrit l'historien Denis Péchanski, parce que effectivement, je crois derrière tous ces mouvements aux États-Unis, le wokisme, et maintenant en France et en Allemagne, se cache l'idée que, en quelque sorte, l'héritage des Lumières était l'héritage de l'homme blanc. Jean-Louis Borloo. Oui, je suis évidemment d'accord avec la critique qu'on peut faire de Madame Vidal, qui, je crois, a manœuvré dans cette affaire de façon assez téméraire. Car en réalité, qu'est-ce que c'est que l'islamo-gauchisme? C'est effectivement que la partie très émergée d'un iceberg beaucoup plus profond et beaucoup plus divers, et la partie, je veux dire, émergée sur le plan politique. C'est une pratique politique qui s'identifie assez avec 2 pulsions fondamentales de la France insoumise, par exemple, pas seulement, qui est de retrouver dans le combat islamique une tradition de radicalité, de critique radicale, de critique totale de la société. Et on voit bien effectivement que du côté de la classe ouvrière traditionnelle, cette critique radicale s'est émoussée et que, comme l'avait d'ailleurs montré Frantz Fanon depuis longtemps, c'est les damnés de la terre, c'est autre chose et ça s'enracine dans les pays le monde en développement et notamment un monde en développement qui est travaillé en profondeur par l'islam. Et du coup, pour être fidèle à ce radicalisme révolutionnaire qui est une des traditions de la politique française, eh bien,
les islamo-gauchistes, les gens de gauche, font le sacrifice de leurs valeurs fondamentales, qui sont effectivement la laïcité, c'est-à-dire, comme il vient d'être dit, la tradition des Lumières, la rationalité, tout ce qui fait notre culture intellectuelle, pas seulement politique bien sûr, mais intellectuelle et même morale avec Kant, depuis plus de 2 siècles, et même qui s'enracine assez largement dans le christianisme. Donc il y a une espèce d'abdication du fond du message au profit d'une exaltation de la rigueur radicale du combat. Mais alors là, c'est effectivement pour Madame Vidal un piège, parce que condamner cela, c'est faire un procès en délit d'opinion, c'est condamner une idéologie. On n'a jamais vu dans les années 50 les gens disent le Parti communiste, je sais que le Parti communiste adossé à l'Union soviétique, ce n'était pas une petite menace, dire vous n'avez pas le droit dans l'université d'être communiste. On a même fait le Conseil d'État a pris un arrêt, l'arrêt Barrel, disant que les anciens, les communistes avaient le droit de participer à la fonction publique, ce qui n'était par exemple pas le cas à la même époque, pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs très bien, aux républiques fédérales d'Allemagne. Donc, elle s'est placée sur le terrain de la censure politique, qui n'était pas du tout le bon, alors que le bon terrain, il existe. Et le bon terrain, c'est celui que vous avez évoqué, c'est la garantie de la pluralité des opinions qui est mise en cause par des comportements fondamentalement intolérants, la fermeture des débats, l'interdiction faite à des gens de faire, par exemple, comme François Hollande, qui pourtant est un personnage assez innocent, eh bien, de faire une conférence à Lille. Tout cela, des mises en cause dans les bibliothèques, des mises en cause des auteurs cités, une absence de rigueur dans la gestion des thèses, tout ça, ça touche au fonctionnement fondamental de l'université. Et c'est là, il ne s'agit pas de faire une enquête sur l'islamo-gauchisme, mais il s'agit de protéger ce qui est la tradition fondamentale de rigueur, de liberté, de rationalité, de débat contradictoire, qui est celle, et de respect des connaissances, qui est celle de l'université. Merci, je crois d'ailleurs que j'ai été moi-même étonné de voir que le directeur de Sciences Po a dû démissionner pour une affaire qu'on connaît, l'affaire Duhamel, alors qu'on aurait dû demander sa démission depuis longtemps quand il n'a pas été capable d'empêcher l'empêchement d'un débat à l'intérieur de l'enceinte de son école. David Jays. Oui, alors un mot quand même sur le wokisme dont il a été question. Qu'il y ait des gens qui travaillent sur la race ou sur le colonialisme ou le post-colonialisme, ma foi, pourquoi pas? Aucun objet d'étude n'est interdit et la liberté académique et le pluralisme qu'évoquait Jean-Louis doivent permettre à des chercheurs de travailler sur ces questions parce qu'après tout, ce sont des réalités sociales et des réalités construites comme d'autres. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille les condamner a priori. Et la volonté de faire une police de la pensée, moi, me semble absolument lamentable. La réalité, c'est que dans le paysage des sciences humaines, y compris aujourd'hui, ces pensées occupent une place minime, à la fois en quantité et en qualité. Et ce n'est pas du tout la garantie d'avoir un poste intéressant à l'université. Il y a très peu de chaires qui sont ouvertes aujourd'hui en gender ou en colonial studies. En revanche, ces pensées ont une place disproportionnée dans l'espace médiatique et cette place, c'est souvent ces contenteurs qui la lui confèrent. À mon sens, le vrai problème, c'est plutôt le comportement, souvent sectaire, émotif et censeur qui accompagne certaines de ces pensées, les plus médiocres d'ailleurs en général, où effectivement on interdit l'expression de certaines idées, on interdit des représentations de théâtre au nom de ce concept aussi flou que dangereux d'appropriation culturelle. Et je pense qu'effectivement la bonne attitude, c'est de défendre le pluralisme. Un dernier mot peut-être, qui est une hypothèse sociologique. Je crois que le fait qu'il y ait autant de surdiplômés de l'enseignement supérieur qui soient condamnés d'avance en quelque sorte au déclassement matériel explique aussi la sympathie abondante dont bénéficient ces pensées-là. C'est une hypothèse sociologique. Je pense que quand on a une faible rémunération, une faible gratification matérielle, alors qu'on a fait des études très longues et parfois exigeantes, on a spontanément la tentation de substituer des gratifications symboliques. Et je pense que toutes ces questions de race, d'identité, de victime, etc., attirent la sympathie de ces personnes qui sont souvent condamnées à une forme de déclassement matériel en raison de la disproportion de diplômés de l'enseignement supérieur par rapport aux emplois que notre société a à offrir.
Merci, l'heure a largement sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai non sans rappeler donc que la semaine prochaine on est en direct et que le lien sera très bientôt disponible qui permettra de participer à cette émission. Je voudrais recommander la lecture de la biographie de Paul Morand, qui s'intitule Paul Morand chez Gallimard, de Pauline Dreyfus. Le propre d'une biographie réussie, me semble-t-il, c'est de faire revivre l'époque autour de son sujet, et Pauline Dreyfus peint cette époque, elle la croque, et pour ce qui me concerne, elle réussit à intéresser sans défaillir à son personnage, sans plaidoirie, sans réquisitoire. Je n'aimais pas Paul Morand avant de lire Pauline Dreyfus, je l'aime encore moins après. Mais je sais bien mieux maintenant pourquoi je ne l'aimais pas et je ne l'aime pas, et je crois comprendre moins mal l'histoire de ce monde de gens de lettres dont Morand croyait être un marginal alors qu'il me paraît en avoir été un parangon illusionné et un fanfaron impénitent. Mais c'est peut-être justement là qu'il est le plus intéressant à découvrir à travers cette biographie pour ce qu'il représente, au moins autant pour ce qu'il est. Nicole Nesotto. Moi, je voudrais recommander avec beaucoup d'enthousiasme la dernière enquête de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, parue aux éditions de l'Olivier. C'est à la fois un très grand plaisir littéraire, vraiment, c'est un vrai écrivain. Florence Aubenas devrait maintenant passer à la fiction. Et c'est aussi, comme toujours dans ses enquêtes, un travail sur un fait divers qui est le prétexte à l'analyse d'une région française, d'un milieu social, d'une société en déliquescence. Et dans cette enquête, l'histoire est double. C'est à la fois l'assassinat d'une très belle postière sympathique dans un tout petit village sans histoire, Montréal-Lacluse, dans le département de l'Ain, et la disparition du comédien Gérald Thévenin, qui avait été primé comme jeune comédien et qui disparaît en août 2019. Et ça, c'est une histoire vraie également. Et donc, elle mélange les deux intrigues, le tout avec un talent de roman policier que ne renierait pas Agatha Christie. Michaela Wiegel. Moi, j'aimerais recommander des mémoires d'un autre Philippe Meyer, le médecin Philippe Meyer, Mémoire pour demain, un médecin français sur le chemin de Gensagen. C'est pas un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est un livre qui fait aimer l'Allemagne et c'est bien expliquer la littérature, la musique allemande. Et c'est un peu un testament pour d'ailleurs, il décrit pour sa petite fille Charlotte, pour qu'elle voit l'acquis de notre amitié qui n'allait pas de soi. Et donc, je peux que recommander ce livre. David Jays. Oui, alors moi, je voudrais recommander le dernier livre de David Goodhart, qui a fait moins de bruit que le précédent, qui s'appelle « La tête, la main et le cœur ». Et c'est un livre qui trouve une actualité incroyable dans la crise Covid, puisqu'il montre que la société est partagée en 3 types de métiers. Les métiers intellectuels, que j'appelle moi, dans mon langage, les manipulateurs de symboles, ceux qui manipulent l'abstraction. Les métiers manuels, qui sont les métiers, au fond, concrets, d'artisans, d'ouvriers. Et puis les métiers du cœur, qui sont les métiers du soin, qu'on a vu évidemment avec le personnel soignant en particulier. Et ce qui montre, c'est que dans nos sociétés post-industrielles qui regorgent de surdiplômés, toute la compétition scolaire, tout le système social est fait pour favoriser les manipulateurs de symboles, ceux qui sont à l'aise dans l'abstraction et qui exercent des métiers dont l'utilité sociale de certains est parfois douteuse. Rappelez-vous les bullshit jobs. Et c'est un plaidoyer extrêmement équilibré et extrêmement intéressant pour remettre en valeur, et pas simplement sur le plan financier ou monétaire, les métiers de la main et les métiers du cœur. Il en va de notre contrat social, et parfois cette analyse-là, cette clé d'entrée est plus intéressante que des clés d'entrée très macro sur la mondialisation ou la crise de la démocratie pour comprendre ce qui se joue vraiment dans nos sociétés actuellement. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais vous recommander la réédition d'un livre qui était paru il y a une vingtaine d'années, Le nombre et la raison de Patrice Guéniffé, qui est un ouvrage sur les procédures électorales sous la Révolution française. C'est un sujet qui a été très peu étudié. Et ce livre présente, à mon avis, 2 intérêts particuliers. D'abord, il est préfacé, il est précédé d'un avant-propos qui éclaire les relations entre Patrick Guéniffé, qui est un grand historien,
après Jean Tullard, il reprend la veine des grands historiens de Napoléon. Et c'est un grand historien d'un homme de droite, un désinvolte, un nonchalant, un étranger aux mœurs universitaires. Et c'est la rencontre entre cet homme et François Furet, la relation qui s'est établie entre ce disciple et ce maître, très insolite, quand on voit l'itinéraire de François Furet, d'où il vient, d'où il allait. Et cet avant-propos présente avec beaucoup de pudeur et d'élégance cette relation exceptionnelle entre ces deux êtres. Et puis surtout, le nombre et la raison, la thèse, c'est très intéressant. Ça montre que la façon dont les élections étaient organisées sur la Révolution française, qui étaient des élections qui niaient toute forme de démocratie directe, toute forme de débat programmatique, toute forme même de candidature, était une espèce de creuset extrêmement bizarroïde qui ne pouvait en aucune façon servir d'alternative crédible au droit divin monarchique. Et là, on voit dans cette procédure, c'est un aspect très peu éclairé, très peu analysé de la Révolution française, on voit dans les imperfections de la procédure électorale l'une des grandes origines du malaise démocratique français tout au long du 19e et d'une partie du 20e siècle. Merci Jean-Louis de ce plaidoyer nouveau en faveur de la proportionnelle, sur lequel nous irons lire Patrick Guénifet avec plaisir. Merci aussi à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille à nos plateformes de financement, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui sont nos producteurs. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une émission en direct et en public.